Coucou tout le monde, c'est Sarah pour la Japan Expo le jour 2 et cette fois-ci je suis avec l'association Kanimi, je le prononce bien, je suis avec Yanis et Vincent, enchanté. 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 Comment ça se passe le salon? Pour l'instant très bien, ça fait 2 jours où il y a pas mal de monde, on est surpris par le monde, surtout hier, jeudi. Ouais, pour nous ça se passe très bien. Ouais, nickel, on a des conférences et des activités tous les jours sur scène, donc ça remplit pas mal. Et puis des petites activités sur le stand, donc ça fait plaisir. C'est la première fois la Japan? Non, on a fait 2 éditions par le passé. Ouais, c'est notre 3e là actuellement. Ok. Est-ce que vous voyez une différence entre cette année et les années précédentes? Alors pas vraiment, nous on est surtout, enfin c'est différent pour nous parce qu'on est déplacés, on n'est jamais au même endroit. Première année on était déjà dans ce hall, c'est un hall qui est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est aéré, il y a des gens qui sont intéressés. Et l'an dernier on était dans le hall principal mais on était aussi un peu isolés, donc même situation, mais c'est vrai que ça change de cadre à chaque fois. Et en vrai c'est agréable, on rencontre à chaque fois des nouvelles personnes et tout, donc franchement très cool et chaque année c'est une expérience différente à vivre. Eh ben, c'est top. Et pour toi, Vincent? Ouais, non, carrément, il a tout dit. C'est vrai qu'on a des endroits différents, donc parfois en termes d'influence et autres, il y a des endroits qui sont plus optimisés que d'autres forcément dans la convention pour le passage. Mais globalement, on s'en sort toujours avec plus ou moins un passage assez régulier finalement dans les 3 conventions qu'on a faites Japan Expo. Donc ouais, on commence à être des habitués d'ici et ça fait plaisir. Ok, mais c'est top. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux et surtout nous présenter qu'est-ce que Kanimi, qu'est-ce que l'association Kanimi? Vas-y, je te laisse commencer à te présenter, Yanis. Alors, Kanimi, c'est une association à but non lucratif. On l'a fondée parce qu'on voulait organiser des événements autour de la Japanimation. Et donc, cette association, elle a pour but d'organiser des événements, participer à des conventions, des événements caritatifs ou autres. Et donc, aujourd'hui, on a déjà fait pas mal de choses. Je vais parler de ce qu'on a déjà fait avec Kanimi. En fait, l'idée de base de créer une association, elle est venue du fait qu'on avait déjà fait un premier événement qui sont les Anime Awards, vraiment au niveau francophone. Alors, on connaît d'autres awards de l'animation qui existent, mais plutôt d'ordre mondiaux ou anglophones. Et donc l'idée, c'était de faire vraiment une cérémonie qui ressemble à la communauté francophone, avec une mise en avant surtout des comédiens de doublage français, francophones. Et donc, on s'est dit que c'était plus simple d'avoir un nom sous lequel rassembler pas mal finalement de créateurs de contenu dans nos contacts et également avoir une même structure pour même collaborer avec des marques et autres, avoir des sponsors de manière à financer les gros événements qu'on organise. Et donc là, c'était vraiment la première partie de Kanimi, c'était vraiment l'organisation des Anime Awards. Puis on s'est dit que ce serait sympa d'avoir une présence aussi en convention pour rencontrer les personnes qui nous suivent et qui regardent nos événements en ligne. Parce que les Anime Awards, maintenant, il y a une partie présentielle, mais ça a surtout commencé sur Twitch. En fait, on diffusait ça en live. Et là, ouais, on est en train de petit à petit créer d'autres événements, notamment plus caritatifs. Alors j'ai vu la Cosplay Hunt, c'est ça? La chasse au cosplay, oui. Ouais, c'est ça, ouais. La chasse au cosplay, oui, excuse-moi. Cosplay Hunt en anglais, oui, voilà, ça marche aussi. La chasse au cosplay, les Anime Awards, et on a aussi... On a des quiz ici qu'on réalise à Japan Expo, c'est ça. Et c'est vrai que la chasse au cosplay, c'est assez marrant, c'est un jeu. Ça se passe comment? J'aimerais bien savoir. Ouais, en fait, on a plusieurs défis qu'on donne aux visiteurs qui sont en rapport avec trouver des cosplays dans la convention. Par exemple, le premier défi, ça pourrait être trouver 2 cosplayers de One Piece, prendre un selfie avec eux. Ensuite, ils reviennent au stand, ils font valider le défi et on leur en donne un 2e, un 3e, etc. Et quand ils ont rempli la liste des défis, ils repartent avec des cadeaux. En fait, c'est ça l'idée. Ça, c'est super sympa si vous êtes à la Japan Expo ce week-end et que vous souhaitez un petit peu pimenter votre visite du salon. Allez les voir pour pouvoir commencer les défis. Ça peut être très très sympa comme activité dans la journée. Ça a créé pas mal d'interactions avec les cosplayers aussi qui sont contents. Et même on a des retours de cosplayers qui disent « Ah mais c'est pour ça qu'il y a telle ou telle personne qui venait et qui me disait « Ah oui, tu viens bien de tel animé, hein, on est d'accord ». C'était pour les défis et donc c'est sympa de créer un peu d'interaction avec les cosplayers et les visiteurs. Et oui, en général, même pour les enfants, adultes comme enfants, mais on a pas mal d'enfants aussi qui participent et en général c'est assez bon public, c'est chouette. En plus de ça, sur Japan Expo, on anime aussi des scènes. On a fait donc une scène avec Crazy Bomb World, qui a fait un quiz pour divertir les gens. Qui est venu nous voir d'ailleurs. Ouais, exactement, il est passé juste avant. Et on a aussi fait, alors ce qu'on va faire plutôt, c'est des conférences sur l'animation, sur le doublage, avec des gens, des experts en fait du milieu qui viennent à nos événements, notamment aux Anime Awards. Et pour revenir un peu sur les Anime Awards, c'est vrai qu'on a envie de mettre en avant le côté français de la consommation d'animés japonais, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans l'animation japonaise depuis la France. On a parlé des doubleurs évidemment qui font le doublage francophone, mais il y a aussi des animateurs qui vivent en France et qui travaillent pour le Japon. On a aussi des influenceurs
qui sont spécialisés dans les animés, les mangas, etc. Donc tous ces gens-là, on a envie de les mettre en avant avec nos projets. Et donc c'est ce qu'on fait, notamment avec les Anime Awards, mais aussi avec d'autres projets comme le stand ici où on a des dédicaces. On a Crazy Bombard en dédicace, on avait Manga Trash aussi. Et donc voilà, ils viennent comme ça faire des dédicaces et rencontrer leur public. Alors on fera tout à l'heure un petit focus sur les awards justement parce que j'ai vraiment envie qu'on en discute. Mais avec votre association, est-ce que vous êtes parti voir dans d'autres pays ce qui se passait? Est-ce que vous êtes parti au Japon? Pourquoi pas aller visiter, voir comment ça se passait au niveau des doublages, au niveau des associations qui peuvent vous ressembler? Est-ce que vous allez fouiller un petit peu partout pour aller vous inspirer pour proposer ensuite des formats différents? Alors ici c'est vrai que par rapport au Japon, on est de plus en plus à essayer d'avoir des contacts avec des créateurs japonais. On a également des connaissances, je pense notamment à Rémi qui est au Japon, que j'ai pu rencontrer, qui est un animateur qui travaille vraiment dans l'industrie. Et grâce à qui j'ai pu visiter par exemple les studios A1 Pictures, qui est un studio d'animation assez connu dans l'industrie. Donc voilà, l'objectif c'est toujours aller explorer un petit peu là-bas, avoir également la possibilité d'avoir des contacts pour justement par exemple nos awards, recevoir des mots des créateurs qui sont nommés. Par exemple, on a des catégories comme meilleur chara design au niveau des animés. C'est intéressant d'avoir un contact avec le chara designer qui a été nommé, qui a été apprécié par la communauté francophone, et d'avoir des petits mots, des retours d'eux en leur disant voilà, vous êtes nommé à nos awards. En fait, chez nous, il y a comme une bonne réception de votre travail. Et cette année, on a eu la chance d'avoir plusieurs créateurs japonais qui nous ont envoyé des petits mots pour nous remercier par rapport aux awards. Donc vraiment, l'idée c'est de toujours avoir un peu plus de contact là-bas pour être au plus proche de ce qui se fait au Japon. Notamment, pour que vous voyez, on a eu un mot de Taiyo Oshima, qui est le réalisateur de l'ending de Kaiju Number 8. On a aussi un mot du réalisateur de l'opening de Dan Dan Dan. Donc voilà, c'est des gens qu'on contacte, on leur annonce leur victoire et ils nous envoient des mots de remerciement pour remercier le public français d'avoir voté et nous de les avoir nommés. Et du coup, est-ce que maintenant on va faire un focus sur les awards? Comment ça se passe? Est-ce que n'importe qui peut participer? Comment vous faites vos sélections de candidats? Comment se passe le concours? Comment se passe l'élection? Je veux tout savoir. Ok, alors ça se fait en trois grandes étapes, je dirais. La première, c'est qu'on réunit des experts de l'animation japonaise et des créateurs qui ont une vraie expertise dans le domaine pour un peu trier tous les animés qui sont sortis dans différentes catégories et proposer déjà une sorte de présélection de 6, 8, 10 sélectionnés dans différentes catégories en fonction de des animés qui sont sortis sur l'année. Ensuite, on a le vote du public. Donc là, parmi ces catégories et les présélectionnés, le public a son mot à dire. Sur notre site web, ils ont la possibilité de voter dans les différentes catégories. Et ensuite, c'est la cérémonie de remise de prix. Entre-temps, entre les votes du public et la cérémonie, on organise aussi des petits talk shows avec notamment les membres du jury, de manière à un petit peu discuter vraiment de tout ce qui est sorti sur l'année. En général, ce sont de très longs tournages de plusieurs heures pour parler vraiment de tout ce qui est sorti. Et donc ça c'est vraiment en trois étapes. Et le public francophone a évidemment son mot à dire donc, pendant la période de vote. Alors, d'accord, donc c'est un public francophone qui va voter, ce n'est pas ouvert à l'international pour le moment. On est d'accord. En fait, tout est fait en français. Donc finalement, alors je pense qu'on a dû avoir des anglophones qui ont voté parce qu'ils suivent des personnes, notamment des créateurs de contenu ou autres qui ont partagé les votes. Mais je dirais que honnêtement 99%, 99%. Et c'est vrai que là on m'a pas dit, mais Canimi c'est une association franco-belge. Oui. Yanis. Je reconnais ton accent. Voilà, c'est ça, exactement. Belgique représente évidemment. Et donc oui, c'est vraiment 99% de votants qui sont bien évidemment francophones. Ok, et est-ce que tu pourrais me rappeler juste les trois catégories? Parce que je voulais te poser une question sur une des catégories parce que je n'ai pas compris le mot que tu avais prononcé. Il y a plein de catégories. Il y en a plus que trois, ouais. Ah, Alors, ok. En gros, on a différents types de catégories. On a plutôt les catégories musicales. On va se concentrer sur la bande-son, sur les doubleurs, sur les openings, les endings. Ensuite, on a les catégories plutôt artistiques, les chara design, character design. Chara C'est ça design. C'est ça. C'est ça. Donc, design des personnages. D'accord. Comment est-ce qu'ils sont designés? Est-ce qu'ils sont beaux? Est-ce qu'ils sont pratiques pour les animateurs? Il y a plein de critères à prendre en compte. Donc, chara design, animation, tout ça, c'est plutôt la technique, le visuel. Et ensuite, on a les catégories de personnages. Donc là, on a fait meilleur personnage masculin, meilleur personnage féminin, catégorie de genre, meilleure romance, meilleure comédie, etc. Et enfin, les meilleurs de leur catégorie, donc meilleur film et meilleur animé. On sépare en deux. On a une meilleure nouveauté
pour la nouveauté de l'année, mettre en avant les animés qui sont sortis cette année et aussi meilleure suite, les animés qui ont reçu une suite et qui a été très bonne cette année. Voilà, les gens peuvent voter pour plein de types de catégories différentes et dans chaque catégorie on élit un vainqueur. D'accord. Et comment se passe le vote du jury? Est-ce que les votes sont contrôlés? Comment va se passer justement ces élections? Tout d'abord, on commence par rassembler toute une panoplie de personnes pour justement faire partie de ce jury. Ensuite, on demande via des questionnaires de citer dans toutes les catégories ceux pour lesquels eux, ils voteraient personnellement en essayant d'être forcément le plus objectif possible. Ensuite, on se réunit et là, c'est des longs vocaux sur Discord pour débattre. En fait, il y a vraiment ce côté débat, je pense qu'il n'y a pas dans les autres awards, où vraiment on se pose autour de la table et on dit ok, pourquoi est-ce que tel animé mérite plus que finalement un autre. L'avantage, c'est qu'on a dans les membres du jury des personnes qui sont vraiment spécialisées en doublage. Il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées en animation, parce que ce sont eux-mêmes des animateurs professionnels qui travaillent dans l'industrie de la Japanime. Et on a également ce regard plutôt communautaire avec des créateurs de contenu qui ont aussi leur expertise et leur mot à dire là-dedans. Et donc voilà, c'est vraiment d'abord un questionnaire. On fait des séances de discussion sur Discord. Et ensuite, on refait des questionnaires pour vraiment peaufiner un maximum la sélection pour qu'elle soit la plus objective possible. Bien sûr, en fait, la plus légitime aussi. Exactement, la plus légitime. Il faut comprendre que toutes les catégories sont différentes. Il y en a, c'est très dur de choisir. Et il y en a, on a des choix dès la première étape. On sait Vous avez un coup de cœur immédiatement. Voilà, c'est ça. En fait, il y en a qui font l'unanimité et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc au final, on se retrouve avec, selon les catégories, comme tu as dit, 6 ou 8 ou 10 nommés. Et ces nommés-là, c'est ceux qu'on propose au public. Et là, c'est le public qui fait la décision du dernier, du vainqueur final. Donc c'est des votes, ça se joue au nombre de votes tout simplement. Il y a juste deux catégories où c'est un peu différent. C'est meilleure suite et meilleure nouveauté. Les deux catégories reines de la cérémonie. En fait, on fait un système de vote qui s'appelle le jugement majoritaire. Et donc c'est un système de vote qui récompense les animés selon des appréciations. Donc c'est un système qui est très démocratique et qui fonctionne bien pour éviter tous les biais qu'on a dans les votes. Comme le fait qu'on va peut-être voter pour un animé parce qu'il est populaire et pour éviter qu'un autre gagne qui est populaire et qu'on aime moins. Oui. Ouais, y a tout un genre de biais qu'on connaît avec la démocratie et qu'on ne retrouve pas dans les votes à jugement majoritaire. Donc c'est un petit système qu'on a mis en place, on s'était dit que ça pouvait être un peu sympa de montrer ça. Et donc sinon tous les autres, on choisit pour notre préféré dans la catégorie. Et au final, on se retrouve avec le gagnant, c'est celui qui a le plus de voix tout simplement. Et comment va se passer par la suite la grande finale, les grands awards? Est-ce que vous faites une grande soirée? Est-ce que tout est fait en ligne? Comment ça se passe? C'est vrai que les premières années, on faisait ça en ligne. Ouais. On diffusait sur Twitch. Et depuis cette année, on a fait la cérémonie au Club de l'Étoile à Paris, qui a permis de rassembler plus ou moins 150 personnes, avec un mix entre forcément les invités pour cette cérémonie, mais également le public qui pouvait venir en prenant une petite place au Club de l'Étoile pour assister à la cérémonie, toujours rediffusée sur Twitch en parallèle évidemment. Et c'est vrai que c'était une expérience de fou, d'avoir vraiment les réactions du public directement lorsqu'on annonce un animé et que tout le monde applaudissait, criait pour son animé préféré, etc. Ça a vraiment rajouté quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me vois pas refaire ça sans public. Ouais, c'est totalement différent. Moi, je suis tout à fait d'accord. Quand tu as le public qui va crier pour son animé préféré, où tu vois la personne qui a gagné, tu vois simplement l'émotion qu'elle peut avoir dans ses yeux, c'est totalement différent comparé à ce que tu peux trouver en ligne, oui. Bien sûr. Alors pour notre cérémonie, on n'a qu'une catégorie, on peut faire venir les gens, c'est meilleur doubleur français. Pour l'instant, on ne peut pas encore faire venir des gens du Japon. Mais donc, c'est en cours de réflexion. Ouais. Mais donc oui, ça fait 2 ans qu'on a le comédien ou la comédienne qui vient sur scène récupérer son trophée, donc ça c'est trop cool. Et oui, pour faire un peu l'historique, la première cérémonie, donc on en a fait 4, pour l'instant 4 éditions. La première, on était dans un Airbnb qu'on a loué pour dormir et aussi pour faire la cérémonie, on a posé des petites caméras, c'était sympa. La deuxième, on a loué un studio de télé, donc c'était très bien aussi, mais donc les gens qui étaient présents, c'est que ceux qui venaient présenter, ceux qui venaient les invités, etc. Donc on avait un petit public de 20 personnes, c'était les 20 qui venaient aussi monter sur scène. Et on a refait la 3e année dans cette salle. Et la 4e, on s'est dit, il faut quelque chose de plus grand, il nous faut du public, des gens qui viennent juste pour regarder et apprécier la cérémonie. Et c'est ce qu'on a fait, donc comme tu as dit, au Club de l'Étoile, 150 personnes. Et c'était une très très belle cérémonie, on a beaucoup aimé. Et donc rendez-vous l'an prochain. Au Grand Palais, à l'Accor Arena. Pas tout de suite sûrement. Je vous le souhaite en tout cas. Mais dans le futur, pourquoi pas, bien sûr, évidemment. Et du coup, ma grande question, c'est comment vous arrivez à vous financer
J'imagine il y a les sponsors derrière. Comment vous trouvez ces financements? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'aller récupérer des sponsors? Est-ce que vous avez des équipes qui sont dédiées à ça? Comment ça se passe? C'est essentiellement nous qui finalement faisons ce démarchage d'aller trouver des sponsors. Alors c'est vrai qu'ici on a eu l'occasion d'en avoir 2 cette année qui n'ont pas financé à 100% l'event. Ça représente des coûts en termes de régie, en termes de salle. On essaie d'avoir un maximum d'accords, notamment même avec le Club de l'Étoile, pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve sans devoir, je vais dire, vendre un rein. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des sponsors parce que malgré qu'il y ait une rediffusion sur YouTube, ça reste du live, ça reste du Twitch. C'est compliqué d'avoir une promesse à pouvoir donner aux marques qui sont parfois un peu réticentes à l'idée de financer ce genre de projet. Donc les premières années, c'était financé entièrement de notre poche, en fait, concrètement. Et là, plus ça avance, plus on arrive à pouvoir donner un peu des chiffres concrets sur base des précédentes années. Et plus on arrive à avoir un financement. Et je pense que plus on y va, plus on arrive à être rentable avec cet événement. Maintenant, comme on est une association sans but lucratif, on ne gagne strictement rien. Il n'y a rien qui va vraiment dans notre poche. Mais on arrive à réduire les frais, donc j'espère que ça continuera ainsi. Okay. Et sur l'année prochaine, par exemple, l'édition de l'année prochaine, est-ce que vous souhaitez changer quelques formats? Est-ce que vous souhaitez ajouter des nouveautés, des nouvelles catégories? Est-ce que vous avez des petites idées pour l'année prochaine? Chaque année, on s'adapte au retour qu'on a eu l'an passé. Et je pense que l'objectif pour cette année, ça va être de faire une cérémonie, je veux dire, parfaite dans le cadre qu'on a actuellement. Parce que cette année, c'était notre première sur scène. Donc évidemment, on a eu des problèmes techniques, c'est du direct, il y a tout le temps des trucs. On s'est dit, on veut que l'année prochaine, ça soit parfait. On sait quelles erreurs éviter, on sait comment faire bien les choses. Et donc on va s'adapter et faire mieux l'an prochain. Maintenant, c'est vrai que pour la formule, je pense qu'on a trouvé une formule qui fonctionne. S'il y a des changements à faire, je pense qu'ils seront assez petits. Mais je sais pas, est-ce que toi, tu avais des trucs en tête Non, vraiment, dans l'idée, en fait, à chaque fois qu'on change un petit peu d'environnement, on est confronté à des problèmes liés au fait qu'on veut voir un petit peu plus grand. Et donc là, comme on a fait au Club de l'Étoile, comme a dit Yanis, c'était notre première sur scène avec un public. Il a fallu gérer ce public. Il a fallu faire aussi la petite... avant que le public arrive, gérer l'ensemble des invités qui étaient plus nombreux. La logistique, exactement. Donc on a été confronté à une réalité qu'on ne connaissait pas forcément. Donc on a essayé de faire du mieux qu'on pu. Finalement, je pense qu'on s'en est bien tiré. L'objectif, c'est de vraiment contrôler cette formule qu'on a réalisée l'année passée pour la refaire de manière la plus parfaite possible. Et je pense qu'une fois qu'on aura bien maîtrisé, on pourra essayer de viser un petit peu plus haut, toujours pour faire une meilleure cérémonie, à la fois pour nous en termes d'expérience, mais surtout pour l'expérience des spectateurs qui viendront. En fait, l'objectif, nous, quand on a eu l'idée de ce projet à la base, on s'est dit en fait, les Anime Awards qui existent aujourd'hui, c'est ceux de Crunchyroll, et ils ont des côtés positifs, ils ont des qualités, mais ils ont pas mal de défauts, dont l'un qui est que c'est très peu proche de la communauté. On a l'impression que Crunchyroll ne comprend pas vraiment détaché, ce que la communauté veut, ce que la communauté aime, ce que la communauté apprécie. Et donc nous, notre idée, c'était de faire des Anime Awards qui ressemblaient, qui représentaient la communauté francophone. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est que chaque année, on écoute les retours. En fait, c'est ça qui nous motive aussi, parce qu'on a beaucoup de retours positifs, des gens qui nous disent qu'ils ont apprécié, que ce soit dans la salle ou sur Internet. Et évidemment, on écoute aussi les retours négatifs, les gens qui ont des remarques à nous faire, etc. Notre objectif, c'est vraiment de faire un truc qui puisse plaire au plus de monde possible. Il y a un truc qui ressemble vraiment à la communauté francophone fan d'anime. Est-ce que vous voyez aussi une différence d'âge avec les awards comparé à il y a peut-être 4 éditions derrière? Est-ce que vous allez plus toucher les jeunes, les 15-25 ans, ou les plus vieux? Est-ce que vous voyez une grande différenciation au niveau de l'âge, ou c'est assez bien équilibré? En fait, lorsqu'on faisait uniquement les votes en ligne sans avoir des personnes qui viennent participer concrètement en tant que spectateurs à la cérémonie, on n'a pas trop de vue finalement là-dessus sur l'âge des personnes qui votent. Donc c'est assez compliqué, mais quand on a eu le public qui est venu au Club de l'Étoile, notamment à Paris, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeunes. J'ai l'impression en dessous de 16 ans, on en a bien sûr, mais finalement on a une communauté qui va vraiment, je vais dire, de 15-16 ans jusqu'à des 30-40 ans finalement. Vraiment, donc on touche un énorme spectre en termes d'âge.
Et donc voilà, c'est super varié et ça fait qu'on peut avoir des retours de personnes relativement jeunes aussi qui ont leur propre vision, hein, et on a aussi des personnes qui ont peut-être plus d'expérience, qui ont travaillé dans ce genre d'événements et autres, qui peuvent aussi nous épauler, nous faire des remarques très constructives qui sont toujours bonnes à prendre. Donc pour ça, ouais, c'est assez intéressant. Maintenant, il n'y a pas vraiment, je pense, de différence entre la première et la quatrième édition, je pense personnellement, même si voilà, on n'avait pas les chiffres durant les premières en fait. Non, je pense pas. En fait, il faut aussi se dire que la communauté qui regarde cette émission, c'est aussi les gens donc, qui nous suivent au fil des années, mais qui suivent aussi les créateurs de contenu qu'on invite. Et donc c'est vraiment des gens qui ressemblent à la communauté francophone. Donc il y a un peu de tout âge. Il y a forcément plus de 20 à 30 ans, c'est la tranche d'âge où il y a le plus de monde. Évidemment, il y en a des un peu plus jeunes, il y en a des un peu plus vieux. Et ouais, on a pu le voir cette année pendant cette édition sur scène. On a pu voir les gens et se rendre compte effectivement de cette variété d'âge qui peut exister dans la communauté. Et justement sur cette finale ou alors les 4 dernières éditions, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué, que ce soit quelque chose de drôle ou un moment d'émotion ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Franchement, il y en a eu beaucoup. Il y a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de moments qui me viennent en tête là à ce moment-là. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Perso, je pense toi non plus, Vincent. Non, mais si on parle de cette année, moi c'est peut-être à la fin de la cérémonie où on a eu pas mal de problèmes techniques au début de la cérémonie. Et on a eu peur que peut-être ça pourrait pas plaire aux gens qui sont sur place et tout. Et au fil de la cérémonie, on s'est rendu compte que tout le monde était content d'être là, tout le monde souriait, tout le monde était heureux. Et ça nous fait plaisir. Et à la fin, les gens sont restés jusqu'au bout, ont applaudi. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est voilà, à la fin, tout le monde nous a remercié, tout le monde était content. Et le fait de se dire que le travail était bien accompli et que les gens ont pris le plaisir qu'on voulait leur donner, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Et c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. J'ai un côté un peu nostalgique de la première émission dans le Airbnb. Ouais. Où, alors, clairement, les dernières éditions étaient bien meilleures sur tous les points. Mais je retrouve parfois cette photo lorsqu'on ouvre l'enveloppe. C'est vrai que j'ai souvent la chance d'ouvrir l'enveloppe du gagnant final. Cette année, c'était Yanis, on se relaye un petit peu à tour de rôle. Et c'est vrai que j'ai cette photo où j'ouvre l'enveloppe avec tout le monde sur les 2-3 canapes qu'on a posées, où on est... je pense 12-13 sur 2 canapes et en fait juste ça n'a aucun sens, mais c'est super marrant de se dire c'est vraiment là, c'est parti d'une bande de potes, de créateurs de contenu qui font ça dans un Airbnb jusque le Club de l'Étoile cette dernière année, et quand on voit la différence entre les deux, on se dit qu'il y a quand même un beau chemin qui a été parcouru, et je pense que sinon le moment le plus émouvant qu'on ait eu, je pense ça reste vraiment au Club de l'Étoile cette année, à la fin de la cérémonie, quand on a fait la photo avec tout le public et qu'ils commençaient à crier nos noms, etc. C'est vrai que c'est exceptionnel comme sensation qu'on n'avait pas quand on n'avait pas le public, justement. Ok, super. Alors, je vais totalement changer de sujet parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis quelques mois, et c'est aussi un des coups de gueule que j'ai eu hier de la part de Patrick Borg, la voix de Sangoku. C'est l'IA. Est-ce que vous pensez que l'IA risque d'impacter aussi votre travail, ou alors il faut le prendre de manière positive? On peut peut-être travailler avec l'IA pour créer peut-être une catégorie IA, on ne sait jamais, ou alors c'est quelque chose qu'on met tout de suite à la poubelle, on ne veut pas en parler? Alors déjà, pour notre travail à nous, tous les deux, l'IA ne pourra pas nous remplacer parce que c'est nous qui faisons nos choix et on crée du contenu qui nous ressemble à nous, et donc voilà, l'IA c'est pas un outil qui permettra de faire ça, mais c'est vrai qu'on est confronté à des artistes qui se posent des questions évidemment par rapport à cette évolution. Moi je fais de l'informatique, j'ai fait de l'IA générative, donc évidemment pas pour de l'art mais pour d'autres aspects moi je suis plutôt dans les sciences humaines, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est un outil qui est très pratique et très utile, mais qui est aussi évidemment dangereux pour les métiers artistiques. Et on a beaucoup de comédiens qui nous en parlent, des artistes aussi. Par exemple, dimanche, on va faire une conférence avec 3 animateurs qui ont travaillé pour le Japon et qui se posent des questions et qui sont très réticents par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un outil qui a beaucoup d'aspects négatifs, que ce soit écologique, que ce soit en termes de créativité, que ce soit en termes de moralité. Donc voilà, c'est un outil qu'il faudra apprendre à maîtriser, à utiliser, et il va falloir des réglementations dans le futur, ça c'est extrêmement important, pour éviter de retrouver de l'IA dans des créations artistiques, humaines, parce que voilà, l'IA générative en fait, ça se base c'est un entraînement sur des choses qui existent déjà. Donc ça ne va pas créer, ça ne va pas créer de la valeur, et c'est quelque chose qui n'a pas d'âme. On va les récupérer dans une base de données pour pouvoir alimenter cette IA. C'est un mix de tout ce qui existe déjà. Et donc on n'a pas cette création, cette créativité que peut générer un humain. Et donc non, c'est quelque chose qu'on voit de manière très négative, en tout cas pour le milieu créatif de l'art. Ouais, c'est ça, tu as
vraiment tout dit. Maintenant, j'insiste sur le fait que nous, l'objectif avec l'association et surtout avec les Anime Awards, c'est de récompenser des artistes. Donc forcément, moi personnellement, je ne vois pas dans le milieu, en tout cas de l'animation japonaise et ce domaine qui est très artistique, l'IA d'un bon oeil. On a vu pas mal de dérives qui ont déjà pu apparaître au niveau des comédiens de doublage. Il y a des animés qui ont été faits partiellement avec de l'IA. Et même si je pense que ça ne va pas impacter trop négativement les animateurs, parce qu'on se rend compte que l'IA n'est pas capable de faire ce que font les animateurs talentueux de cette industrie, je pense qu'il faut en faire très attention. Malgré tout, et surtout pour la partie doublage, moi c'est là que ça m'inquiète finalement le plus, que ça inquiète aussi les comédiens à juste titre, et je pense que notre objectif c'est vraiment de toujours récompenser les comédiens et pas les gens qui vont les utiliser à des fins pour perpétuer, copier finalement ce que les humains arrivent à faire. En fait, il y a deux dangers à ce niveau-là, c'est que l'IA fait que progresser. Et donc là, tu dis qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables de faire ce qu'un animateur fait, mais ça ne sera peut-être pas le cas dans 2 ans. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. C'est pour ça que les réglementations sont très importantes à faire le plus vite possible pour éviter qu'il y ait une utilisation de l'IA trop répandue. Et le deuxième point, c'est que ça ne coûte pas cher en fait. Utiliser de l'IA, ça ne coûte pas cher, ça permet d'économiser des ressources. Et donc pour les studios, pour les producteurs, pour les gens qui sont en haut et qui ont les décisions, en fait, c'est un outil qui est très pratique. Et donc forcément, il faut des réglementations pour forcer ces gens-là à les utiliser avec parcimonie et à comprendre leur utilisation. Et parce que sinon, c'est un outil qui permettra d'optimiser trop économiquement. Et donc c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix, quoi. Hier, le président de la République était présent à la Japan Expo. C'est dommage, je pense qu'il ne soit pas passé à votre stand. Sinon, il aurait fait passer quelques messages, mais c'est dommage. Non, on lui aurait fait passer plus d'un message, je pense. On a des choses à lui dire à Monsieur Macron. Il aurait participé à la chasse au cosplay. Ouais. Non, mais c'est vrai que après, c'est la récupération politique. Je pense qu'il est passé au stand qui l'intéressait. Et voilà. Ok, alors il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos prochains rendez-vous? Alors là, déjà sur la Japan Expo, vous restez jusqu'à dimanche. Tu m'as parlé d'une conférence dimanche, exactement. Et pour le reste, la Japan? Alors, on a aussi une conférence samedi donc avec des comédiens de doublage. On aura des comédiens de Jujutsu Kaisen et la directrice artistique aussi, donc celle qui choisit les comédiens et qui les dirige. Donc, ça sera très intéressant de voir un peu leur vision sur l'animé, sur le doublage de cet animé. Et on fait aussi des scènes avec Crazy, on continue à animer un peu des scènes par-ci par-là avec des jeux, etc. Mais pour les projets futurs, donc on prépare évidemment les prochains Anime Awards. L'édition en 2026. Oui. Mais comme on a dit, on est une association à but non lucratif et donc on a dans l'idée de faire des événements caritatifs. Donc il y a un événement qui va arriver bientôt. On peut déjà en dire quelques mots, je pense. On peut déjà teaser un peu cet événement. Oui, bien sûr. Donc en fait, ça va s'appeler le projet Yume. Yume qui signifie rêve en japonais. Et l'objectif de cet événement, ça va être de faire une énorme collecte de mangas par la communauté. Donc on va vraiment inviter toutes les personnes qui ont des mangas dont ils veulent se séparer, qu'ils ne lisent plus, à les envoyer à Kanimi. Et nous, on est déjà en contact avec des hôpitaux, de manière à redistribuer dans des hôpitaux pour les enfants hospitalisés. Donc vraiment des mangas tout public qui peuvent être lus par des enfants et jeunes adolescents. Et vraiment l'objectif c'est de faire une énorme récolte en Belgique et en France. Et on a déjà les hôpitaux partenaires, on a également un réseau de boutiques qui pourront faire office de point relais pour accueillir les mangas des donateurs. Et ouais, c'est un projet qui nous tenait vraiment, vraiment à cœur. Comme a dit Anis, on est une association, l'objectif c'est de rendre aussi un peu le monde meilleur avec les mangas et les animés. Et cette action s'inscrit totalement dans cette énergie. Donc voilà, c'est prévu pour entre maintenant et les Anime Awards. On n'a pas encore de date définie, sûrement courant septembre. Voilà. Ok, abonnez-vous à l'Instagram rappelle-moi ton Instagram. Alors moi, on peut suivre l'Instagram de Kanimi. De Kanimi, dans ce cas-là. On est sur on Instagram. Écrit simplement Kanimi. Kanimi, ouais, c'est ça, donc K-A-N-I-M-Y. Et on a un compte Instagram sur lequel on est actif. Et donc dont on parlera évidemment lorsqu'on aura nos prochains événements, dont le projet Yume qui arrive à grands pas. Okay, alors n'hésitez pas à aller sur leur Instagram pour justement voir cette collecte de mangas, parce que je pense que vous en avez plein à la maison que vous ne lisez plus. Si ça peut être reversé à des enfants pour la bonne cause et leur donner un petit peu de joie de vivre, ce serait le top. Et merci infiniment. Je vous souhaite beaucoup de belles réussites pour la suite, pour l'édition 2026, et j'espère
pendant des années et vous retrouver à l'Accor Arena pour la grande cérémonie. On espère aussi. Ça serait incroyable, bien sûr. Mais en tout cas, merci infiniment d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. Pendant 30 minutes, en plus, c'était hyper intéressant de parler avec vous. Ah bah, merci cool. beaucoup. Merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Merci à tous et on se retrouve, je pense, d'ici 2 minutes pour la roue des défis. À tout à l'heure.